Bonjour à toutes et à tous. L'an dernier, à peu près à la même époque, je publiais une vidéo bilan avec l'idée de partager avec vous mon ressentir sur ce qui s'était passé sur la chaîne en 2024 et de vous proposer les changements sur l'année à venir. 2025 est totalement achevé, je renouvelle l'expérience. Au moment où j'enregistre, je me trouve dans un des cafés-restaurants de la banlieue de Yokohama, face à une tasse de café, que je partagerai également avec vous. Mon micro de téléphone cette fois pour ne pas déranger les clients autour de moi et je parlerai doucement. Je vous propose cette vidéo qui n'en est pas une, mais on se trouve sur YouTube, alors il faut bien développer une image. Une vidéo donc en deux parties. Une lecture d'abord, préenregistrée d'une nouvelle de Fritz Lieber, un auteur que j'affectionne particulièrement. Bon, si vous aimez la fantaisie, genre que je connais peu, je dois bien l'avouer, vous apprécierez certainement son œuvre. Le cycle des épées notamment, dont l'intégrale est publiée en livre de poche. De l'aventure, du drame, de l'humour, je n'en dis pas plus, mais par moments j'ai retrouvé mes 15 ans, c'était un bain de jouvence. La nouvelle lue cette semaine est tirée d'un autre ouvrage que je recommande également, La guerre uchronique, les serpents et les araignées, deux clans qui luttent pour le contrôle de l'univers dans l'espace et dans le temps, je vous laisse la découvrir. S'en suivra le bilan proprement dit, les moments forts, les déceptions aussi, et les réponses à vos questions, même les plus récentes. L'occasion pour moi de vous en dire un peu plus sur mon travail et de régler quelques comptes, pas avec vous, rassurez-vous, et d'aborder des sujets qui me taraudent depuis un moment. Mais bon, j'en dis pas plus, Fritz Lieber nous attend, je vous retrouve, allez, dans 25-30 minutes. Bonne écoute, j'espère que cela vous plaira. Une nouvelle de Fritz Lieber, Mouvement du cavalier. La grande fille aux cheveux longs vêtue de l'uniforme couleur olive avec la spirale noire de son insigne tapotait légèrement des doigts sur la balustrade dorée de la galerie sur laquelle elle avait posé les coudes. C'était sa seule concession à la nervosité. Bien que la règle numéro 1 de sa formation fût que même une seule concession de ce genre pouvait vous faire tuer. Son beau visage de faucon surmonté d'une frange noire se tourna vers la salle dorée en contrebas, où des milliers de bêtes intelligentes provenant de moitié moins de planètes jouaient aux échecs. Les pièces étaient déplacées et les boutons des pendules plus souvent pressés par des vrilles, des pinces d'arthropodes et des prothèses que par des doigts. Les arbitres et les huissiers vêtus de noir marchaient silencieusement sur des extrémités de tentacules, des sabots chaussés de chaussures molles ou des pieds, entre les tables et parmi les spectateurs entassés dans les tribunes de chaque côté. Ce n'était rien d'autre qu'un tournoi d'échecs interstellaire, système suisse, en 80 tours, se déroulant sur la 5e planète de l'étoile 61 Cygni, en l'an 5037 de notre ère, ancien calendrier terrien. Pourtant, dans l'esprit de la jeune femme, une alarme étouffée retentissait, à la limite de sa conscience. Pendant ce temps, un léger bourdonnement strident, quelque part au loin, dans la salle, lui rappelait une guêpe évoluant parmi les poutres de l'immense grange sombre derrière la ferme du Minnesota où elle avait grandi. Elle s'interrogea brièvement à propos des insectes de 61 Cygni 5, puis laissa tomber. Commençons par le commencement, c'est-à-dire la sonnerie d'alarme. Elle jeta un coup d'œil alentour dans la galerie presque vide. En haut de la rampe menant à la salle se trouvaient 2 robots, avec une civière et une infirmière à bec jaune d'une des planètes de Tau Ceti, qui, coiffée d'un toupet rouge, avait serré ses plumes sous une blouse blanche. La fille faillit sourire. Les échecs n'étaient quand même pas un jeu si dangereux. Pourtant, lorsque 1000 cœurs, dont certains étaient vieux, battaient à tout rompre, seuls ses yeux verts bougeaient tandis qu'elle cherchait du regard les 2 joueurs qui non seulement avaient l'air humain, mais venaient réellement de la Terre. Un homme et une femme, pour l'heure à la 37e place, qui avaient encore une chance de finir parmi les vainqueurs. Elle sentit naître une petite flamme de sympathie, mais elle l'éteignit aussitôt. Un agent des serpents ne devait jamais ressentir de sympathie. Le tapotement nerveux de ses doigts s'accéléra quand elle cherchait dans son esprit organisé la cause de cette alarme.
Ça ne semblait impliquer aucune des bêtes humanoïdes ou inhumaines qui, en silence, se réfléchissaient furieusement. Cela pouvait être lié au jeu d'échecs lui-même. Après l'avènement du vol entre les étoiles, les échecs avaient été découverts avec des règles presque identiques sur au moins la moitié de toutes les planètes intelligentes, peut-être, répandues par des marchands interstellaires. Il y avait quelque chose à propos des mouvements d'une pièce aux échecs. Sous son uniforme et ses sous-vêtements, entre ses seins, elle sentit bouger une grosse araignée. Aucun doute possible avec ce grouillement de pattes rapides qui s'agrippait à sa peau nue. Elle ne broncha pas. Les menus enjambées piquantes étaient des impulsions sur une fine plaque de métal pressée contre une zone sensible de son corps. Des impulsions qui avertissaient de l'approche du corps ou de la projection d'un ami, d'un neutre, d'un inconnu, ou comme dans le cas présent, d'un ennemi. C'était un dispositif assez courant. D'ailleurs, celui qui s'approchait d'elle percevait le glissement écailleux d'un serpent haut sur l'intérieur de sa cuisse, et elle réagissait tout aussi peu. La jeune femme cessa sur le champ de tapoter la rambarde, bien que son geste eût été silencieux et que son autre bras eût caché ses doigts gantés de noir. Tout en surveillant à l'aide du cuir noir poli de son gant l'approche décontractée de l'être, elle bâilla délicatement et se tapota les lèvres avec le dos embaumant le cuir de cordoue de l'autre gant. Elle savait que c'était ringard, mais elle adorait faire ça aux agents ennemis. L'homme s'arrêta à quelques centimètres. Il paraissait 2 fois plus âgé qu'elle, quoiqu'en bonne forme physique et débordant de vitalité. Ses cheveux semés de gris étaient coupés ras. Il avait revêtu un uniforme d'un noir intense avec des insignes argentés, qui étaient des astérisques, à 8 branches et portait 3 fois plus de décorations en argent sur sa poitrine qu'elle-même n'en avait en fer noir. Pour la plupart des filles, il lui semblait être un chevalier d'argent étincelant. Il ne tint aucun compte de sa présence. Il étudia ses épaules, ses cheveux brillants, puis posa ses propres bras sur la rambarde dorée et lui aussi regarda les joueurs d'échecs. L'homme et la femme mesuraient la même taille. « Les bêtes se creusent la cervelle pour un titre vide », murmura-t-il. « Je me sens délicieusement détendu, Erika, ma sœur. Je préférais que vous n'insistiez pas sur la similitude de nos prénoms, colonel von Hohenwald, répliqua-t-elle à mi-voix. Il haussa les épaules. Eric von Hohenwald et Erika Weaver, ça m'a toujours semblé une charmante coïncidence. Il lui sourit. Major, quand nous nous rencontrons à l'extérieur en uniforme en mission pacifique, il me semble à la fois agréable et courtois de fraterniser ou sororiser. Geschwichtereise, peu importe à combien d'égorgements dans les ténèbres, nous devons nous livrer le reste du temps. Que diriez-vous d'un verre ? Entre serpent et araignée, répondit-elle avec férocité, bien que demeurant douce et ne le regardant pas. Il ne peut y avoir qu'une trêve armée, les yeux grands ouverts et le doigt sur la détente. Les araignées et les serpents étaient les 2 grandes factions qui se livraient une guerre occulte à travers la Voie lactée. Ils combattaient dans le temps, cherchant à changer le passé et le futur à leur avantage, mais aussi dans l'espace. La plupart des planètes où s'était développée une vie intelligente avaient été infiltrées par l'une ou l'autre force, bien que sur certaines planètes comme la Terre, elles eussent trouvé un équilibre et que la guerre sans fin y fût plus durable. 61 Cygni V était une planète neutre ressemblant à une ville ouverte. Comme des racketteurs devenus respectables, les araignées et les serpents opéraient ici ouvertement, dans le cadre d'une entente mutuelle en laquelle aucun des 2 camps n'avait vraiment confiance. Derrière le masque de l'amitié, ils étaient en compétition. Sur ces planètes, sur ces mondes, l'astérisque argenté de l'araignée et la spirale noire du serpent étaient reconnus, respectés et évités. Chaque faction enrôlait des agents de tous les temps et de toutes les espèces, des agents qui connaissaient rarement l'identité de plus d'un camarade, d'une poignée de sous-fifres et d'un officier supérieur. Erika et Eric, bien qu'appartenant à des camps opposés, avaient tous 2 été recrutés sur la Terre au XXe siècle. C'était une expérience courante pour un agent de se retrouver 5000 ans ou plus dans le futur ou dans le passé. Certains agents détestaient leur travail, mais le traître ou le fainéant était rapidement puni. D'autres s'en glorifiaient. « Toffelrot, quelle mince et meurtrière amazone vous faites » commenta le colonel arachnéen.
Quand les Amazones se tranchaient le sein droit pour pouvoir user le mieux possible de leur arc, rétorqua d'un ton uniforme le major Serpent. J'aurais fait de même si... Mais, Gott sei Dank, vous ne l'avez pas fait, l'interrompit-il. Erika, vos seins sont magnifiques. Est-ce qu'ils ne se sont pas un peu tendus, quand mon insigne a marché entre eux? C'est là que vous portez quelques plaques d'avertissement, n'est-ce pas? J'espère que le mien vous mordra. Ne dites pas ça, protesta-t-il. Si ça arrivait, je ne serais pas capable de vous apprécier avec autant d'enthousiasme. Erika, devez-vous haïr 24 heures sur 24? Ça n'a pas encore entamé votre beauté, pas tout à fait, mais... Il posa une main couturée de cicatrices sur la sienne, gantée de noir. Elle la retira vivement et lui donna un coup brusque sur les doigts, conservant un visage dénué d'expression et regardant ailleurs. « Verdammt !» maudit-il avec légèreté. Mais il y avait du plaisir dans sa voix. « Mon cher serpent vert au croc noir, vous êtes bien trop sérieuse pour une trêve. Pour commencer, vous portez trop de médailles. Si j'étais vous, je jetterais cet ordre du mérite ophidien. Et vous, avec votre poitrail surchargé d'argent, essayez donc, souffla-t-elle, le corps en équilibre, le bout de ses doigts gantés de noir flottant sur la rampe dorée. L'autre toisa curieusement son profil, presque avec inquiétude, puis poursuivit en badinant. « Ma chère Major, comment une trublionne comme vous, une puritaine certes, mais aussi une trublionne, parvient-elle, sans se lasser, à endurer ceci ?» Il tendit une main aux doigts écartés vers le sol de la salle. Jouer à 15 coups par heure, les échecs sont un jeu lent. Pas une seule pièce ne fut saisie par une tentacule ou quelque autre membre, pas un bouton ne fut pressé tout le temps que ses doigts restèrent écartés. Et ça dure un mois, acheva-t-il. Puis sa voix se fit minutieusement sardonique. Pour vous rafraîchir les idées, vous irez peut-être visiter la salle rose où se déroule le grand tournoi de bridge. Ou bien irez-vous éprouver votre patience dans la salle noire, où il joue sans fin cette version particulièrement complexe du backgammon à laquelle s'adonnent les centaures. Je n'aime pas le bridge, je tolère à peine les échecs, je méprise le backgammon, mentit-elle d'un ton monocorde. Elle était toujours à la recherche de cette pensée sur les échecs que pure coïncidence, l'arrivée de l'homme avait chassée. Peut-être que vous allez trop loin dans votre sous-évaluation des jeux, dit-il, semblant à présent abandonner tout sentiment et devenir philosophe. Ne serait-ce que pour nos propres planètes et époques de recrutement. Qui peut dire combien la passion commune pour les échecs a aidé à la résolution des différends entre l'Est et l'Union soviétique, ou combien de temps l'esprit du whist et la mentalité du bridge ont maintenu la puissance britannique, ou ce que le Katahara a fait pour Alpha Centauri II. Elle leva puis laissa retomber ses épaules. La sonnerie d'alarme tintait encore faiblement. Elle devait de nouveau fouiller tous les recoins, de fond en comble, avant que la pensée insaisissable ne replongeât à jamais dans les profondeurs de son inconscient. Et la guêpe geignait encore faiblement quelque part, comme si elle cherchait quelque chose sans discontinuer. Le colonel ennemi pontifiait dorénavant. Les parties jouées lors de ces 3 tournois sur 61 Cygnus 5 représentent les 3 grands types ludiques que l'on trouve dans l'univers connu. Tout d'abord, vous avez les jeux suivant un parcours, comme le backgammon, le katahara, le parcheesi et les dominos, ainsi qu'une monstruosité américaine qui, je m'en souviens, était appelée le Monopoly. Dans ces jeux, il y a un circuit à une seule dimension donc, le long duquel les pièces se déplacent en fonction de lancers de dés ou de leurs équivalents. Quelle que soit la courbure de la piste ou les nœuds qu'elle dessine, elle demeure unidimensionnelle. Ensuite, vous avez les jeux de plateau comme les échecs, les dames, le go et le jeton martien, tous bidimensionnels. Fronçant légèrement les sourcils, Erika plaça. C'est étrange que la plupart des planètes abritant l'intelligence soient accros, ou bien aux jeux de plateau, ou bien aux jeux de circuit. Sur la plupart des planètes où les échecs prospèrent, le katahara végète, et vice-versa. Je me demande pourquoi. Il haussa les épaules. Enfin, on a les jeux de cartes dont l'élément essentiel est le jeton masqué, la pièce de valeur inconnue, qu'il s'agisse d'une carte d'un œuf barnardien, articulé ou d'une tuile de mahjong, de bambou et d'ivoire. La dame de pique, la belote, le scat, et l'empereur de tous, le bridge. Et puis il y a les types mixtes, le cribbage,
dans une certaine mesure, croise jeu de cartes et jeu de circuit. Et je me rappelle aussi ce jeu nommé Spy, notre jeu, pas vrai, dans lequel des pièces de valeur masquées sont déplacées sur un plateau. Mais dans l'ensemble, à cet instant, le bourdonnement s'intensifia, et s'intensifia encore. Venant droit sur Erika en traversant la salle, augmentant en vitesse à chaque instant, ça ressemblait à une grosse guêpe. Le colonel arachnéen tenta de se saisir de la jeune femme, mais elle s'éloigna le long de la rampe, vive comme un serpent. L'insecte modifia son orientation, continuant à se diriger droit sur elle. Un pistolet gris et plat tiré de l'étui de sa hanche droite était déjà dans sa main. Elle fit feu. Il n'y eut aucun bruit, mais l'insecte vira brusquement car le dense faisceau inertiel l'avait manqué d'1 centimètre. Il filait, entre deux, au-dessus de la rampe dorée. Le colonel avait sorti son propre pistolet. Il visa, tira. L'insecte vira vers le bas, s'écrasant sur le sol couvert de brillantes tesselles rouges et or. Un long poignard de flamme jaillit, d'un bleu aveuglant. Puis il n'y eut plus qu'un étroit sillon fumant gravé dans les carreaux luisants. De l'autre côté, les yeux d'Erika rencontrèrent pour la première fois ceux de son adversaire. « Un missile d'assassinat », constata-t-elle. « C'est assez clair », opina-t-il. « Charge creuse ». Dans la grande salle en bas provenait un murmure de questions et de chuchotis, gutturaux et sifflets musicaux et atonaux. Des silhouettes inhumaines, vêtues de noir, montaient la rampe. « Et qui me visait directement ?» poursuivit-elle. « J'ai essayé de vous pousser à l'écart, » répondit-il. « Ou bien de me contraindre à rester immobile quand il frapperait. Ma chair aurait étouffé l'explosion et masqué l'éclair. Alors votre fausse infirmière et les brancardiers ?» Elle regarda autour d'elle. Les deux robots et la femme oiseau étaient partis. Les silhouettes sombres qui étaient montées le long de la rampe se dirigeaient vers eux. « Je peux expliquer, » commença le colonel. « Vous pourrez expliquer cette explosion aux officiels du tournoi. » Elle franchit le barrage d'un bras de multibraque de Wolf 1 à badge doré pour gagner l'ascenseur express, écrasa le bouton 88e étage et sauta dans le puits vide. Le champ la saisit et lui donna un coup de fouet. À travers le fond transparent du puits, elle avait de rapides aperçus de la mer écarlate et de la terre jaune entre des zones floues qui étaient des passagers filant vers le bas. Au 43e étage, elle perçut une pression. « Quelle attaque maintenant ?» se demanda-t-elle. « Un mille-pattes dans mon dos ?» Mais le cybernateur du champ jonglait sans difficulté avec la foule des passagers. Au 88e, elle bondit hors du puits. Son espion de porte murmura. « Tout va bien. » De sorte qu'elle ne fouilla pas sa chambre, avec son lit classique, sa commode, son microviseur, son tiviphone, dans sa gaine de métal souple qui pendillait, ses bras électriques utilisés pour la signature de chèques à distance et les poignées de main. Elle gagna la salle de bain, ôta son uniforme. Son ordre du mérite ophidien attira son attention. L'ongle de son pouce bossela le métal noir. C'était la plus mince des coques, certes, mais elle renfermait presque à coup sûr le signal électronique qui avait guidé le missile d'assassinat. Quand l'échange avait-il eu lieu? Et pourquoi von Hohenwald? Elle mit fin à cette spéculation. Elle tourna le curseur de la douche sur chaud, puis hésita. Ensuite, avec un haussement d'épaule, elle tendit la main dans son dos, détacha les sangles étroites de sa plaque d'avertissement, tamponna rapidement cette dernière, ainsi que les sangles, avec de l'eau de Cologne, et suspendit le tout aux porte-serviettes. Comme l'orage tropical la frappait, purifiant et éclaircissant son esprit, la pensée au sujet des échecs après lesquels elle courait se manifesta soudain d'une manière cristalline. L'instant d'après, la salle de bain s'emplit d'une lumière blanche qui s'allumait au rythme saccadé du code d'identification ophidien actuel. C'était le voyant du tiviphone qu'elle avait réglé sur éblouissant. Elle se jeta dessus avec empressement. Cette fois, son rapport leur sonnerait aux oreilles. Elle ouvrit le son et, après avoir jeté un coup d'œil à sa nudité dégoulinante, choisit la fonction sens unique. Elle pouvait voir, mais ne pas être vue. Avec l'holotransmission, l'écran était comme une fenêtre dans une autre pièce. Le visage balafré d'Eric von Hohenwald regardait au travers. Elle se moutit d'avoir ôté sa plaque d'avertissement. Elle dit « Comment avez-vous cassé notre code d'identification ?»
Il sourit, pas tout à fait à elle. Un stéthoscope contre la balustrade à 30 mètres. Vous avez fait une erreur, Major. Désolé d'interrompre votre toilette. C'est une douche que j'entends, n'est-ce pas? Mais... Deux des trois bras électriques pendouillants se redressèrent brusquement, se balancèrent latéralement à l'aveuglette, frappèrent puis emprisonnèrent les poignets d'Erika. Le troisième tâtonna afin de trouver le bouton qui permettait de déclencher la fonction vision dans les deux sens. Sans perdre de temps à se maudire, ce coup-ci, elle leva une jambe et de l'extrémité du pied frappa un interrupteur, ce qui coupa l'électricité dans les bras. Ils retombèrent. Elle se frotta les poignets, jeta un coup d'œil vers l'eau qui s'accumulait sur le tapis coûteux, sourit non sans suffisance et déclara « Heureuse que vous ayez appelé, colonel. Je viens d'avoir une idée que j'aimerais partager avec vous. Vous parliez des principaux types de jeux. Eh bien, l'échiquier est clairement une toile d'araignée aux fils entrecroisés. Dans le Go, on place même les pièces sur les intersections. Le but du jeu est de traquer et d'immobiliser le roi ennemi, tout comme une araignée paralyse sa victime et l'emmaillote d'un coton de soie. Mais voici le facteur décisif. Le cavalier, la pièce la plus caractéristique des échecs, a exactement 8 mouvements possibles lorsqu'aucune autre pièce ne l'en empêche. Le nombre de pattes crochues des araignées, et celui de ses yeux aussi. Ça suggère que toutes les planètes où l'on joue aux échecs ont depuis longtemps été infiltrées par les araignées. Ça suggère aussi que tous les joueurs d'échecs ici présents dans ce tournoi sont des araignées. Votre bataillon de choc, pour prendre 61 Cygni 5. Le colonel von Hohenwald soupira. « Je craignais que vous compreniez, ma chère, dit-il doucement. À tout le moins, vous avez provoqué votre propre arrestation. Vous pourrez toujours prévenir votre QG, mais avant qu'il vous vienne en aide, cette planète sera entre nos mains. » Il fronça les sourcils. « Mais pourquoi avoir craché le morceau, Erika, si vous aviez fait mine de ne rien comprendre ?»« Parce que je voulais que vous appreniez ceci. Votre complot a été éventé. Mon camp a déjà pris les contre-mesures. Nous aussi avons joué un coup du cavalier malhonnête. Vous n'avez jamais songé à la signification des jeux de circuit, colonel? La piste unidimensionnelle, tournant sinueusement, symbolise à l'évidence le serpent. Les pièces sont les insectes et petits animaux que le serpent dévore. Quant au dé, eh bien, l'un des lancers est surnommé « yeux de serpent ». Aussi soyez assurés que tous les joueurs de Katahara ici sont des serpents, prêts à empêcher toute prise de 61 Cygni 5 par les araignées. La bouche du colonel faillit béer. Ainsi, maudit serpent, vous aussi vous complotiez pour prendre le contrôle de ce monde. Je dois vérifier ça, si vous mentez. Cependant, même si c'était le cas, je devrais admettre, Major Weaver, que c'est le plus beau bluff improvisé auquel j'aurais jamais assisté. Il hésita un instant, renfrogné, puis porta vivement la main sur sa tempe, en un salut de félicitations tout militaire. Elle sourit. Maintenant qu'elle l'avait remise à sa place, elle pouvait voir qu'il était très beau. Et il avait fait de son mieux pour l'avertir de la présence du signal de guidage dans son OMO. Elle dit « Ce n'est pas du bluff, colonel. Et je dois admettre que cette fois, vous et moi, des ennemis, avons travaillé ensemble pour parvenir à cette impasse. » Tout en parlant, elle dénicha son déshabillé de dentelle noire et l'attacha étroitement autour de son corps humide. Après quoi elle se pencha vers le TV-phone et enclencha la fonction « Vision » dans les deux sens. Il lui sourit, un peu bêtement, se dit-elle, une touche de déception, une touche de plaisir, appréciateur. Elle redressa les épaules, souleva brusquement les mains et lui fit un pied de nez. Mouvement du cavalier est une nouvelle de Fritz Leiber, extraite du recueil La guerre uchronique, publié aux éditions Nemos. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.
Voilà les amis, retour à Yokohama pour ce bilan de l'année 2025. Je signale que cette lecture de Fritz Leiber a été un réel plaisir, avec l'envie d'en lire un peu plus sur l'auteur. Je remercie Lucifer. Bon, vous avez des pseudos des fois. J'espère vous avoir donné envie d'en lire un peu plus. Un cycle sera consacré à Fritz Leiber prochainement. C'est calé. Bon, commençons par les points forts de l'année 2025. Parmi les auteurs et les nouvelles les plus vues et appréciées durant cette année, une tendance identique à 2024 apparaît dans les statistiques, je dirais identique en tout point. Alors Philippe K. Dick, Howard Phillips Lovecraft, Isaac Asimov. Je tiens à dire naturellement que j'en suis heureux car ces auteurs sont parmi mes favoris. Je ne lis que ce que j'aime, comme vous sans doute. Donc si un auteur lu une fois ou peut-être deux ne réapparaît pas dans le lot des quelques 250 vidéos publiées jusqu'à maintenant, c'est que ma passion à son sujet s'est quelque peu émoussée. D'un autre côté, cette tendance s'explique par l'ancienneté de certaines nouvelles. Effectivement, plus la vidéo est ancienne, plus elle a de chances d'obtenir des vues et des commentaires. La planète impossible de Philippe K. Dick en est un parfait exemple. Il n'empêche que certains auteurs ont obtenu de réels succès, certes modestes au regard d'autres comptes de chaînes qui réalisent des scores mirifiques, mais avec de bons commentaires sur leur œuvre et mon humble traitement. Je pense à Pierre Bordage, l'archiviste, Harlan Ellison, Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie, et la toute récente publication de Koji Suzuki et son drame très moderne. Ce qui signifie aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à participer à mes créations en faisant des dons. Déjà, ce qui me permet de limiter de façon concrète la part de publicité sur mes vidéos, et aussi de répondre à l'appel de la chaîne. Découvrir un auteur, un texte peut-être, et se procurer le livre. Ceci dit, après les points forts, il faut bien noter les points faibles repérés au cours de l'année 2025. Je n'aime pas les vidéos intitulées les flops, les étrons, les navets de l'année, les pires livres, films, objets de commerce. Leur but n'est autre qu'amener un engagement sur la chaîne, autant dire des revenus, car tout le monde le sait, le pire est toujours plus vendeur que le meilleur. Toutefois, je vais m'hasarder à l'exercice, car certains résultats m'ont en quelque sorte atteint dans ma chair de passionné. Au sens figuré, il faut quand même pas exagérer. Tel fut le cas d'Un jour dans la peau de Tanis Lee. Je m'étais creusé pour lui apporter une touche personnelle, graphique aussi, les effets, j'en passe. Mais non, elle n'a pas du tout marché. Pourquoi ? Ma composition et mon choix de narration, je n'en doute pas, et avec du recul, n'étaient pas très bons. Alors peut-être le sujet aussi, difficile à dire, car une tendance ressort de cette année 2025. À part les cons, les trolls qui commentent par des insultes, je reçois finalement peu d'avis mitigés. Quand je parle d'avis mitigés, je veux parler d'arguments. Exemple. Le dernier commentaire, c'est du tout frais, qui s'interroge sur mon choix de fin pour cette nouvelle de Tanis Lee. Et vous donnez vos points de vue, ce qui est encore plus formidable. Autre sujet de déception pour moi, Henrik Althoff, Icare et Dédale. Une très belle découverte avec un sujet fort, des personnages bien décrits et puis l'espace. Même et peu de retour. Et j'en conviens, ma lecture n'était pas au top. Mauvaise, je dirais. Ceci explique à mon avis cela. Je pense même que si je devais refaire cette lecture, je la ferais différemment, avec moins d'effets, un mixage plus travaillé. Mais bon, c'est dans la boîte, on ne peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Je reviendrai également sur ce point, ma voix et le mixage, dans la réponse aux questions qui suivent. Maintenant, si vous le voulez bien, une mini FAQ, vous allez voir. 5 questions reviennent régulièrement, soit sur la chaîne elle-même, soit par mail sur mon site. Mais ceci est un autre sujet. La question qui revient le plus souvent est une question personnelle. Je la résume ainsi. Tu publies depuis le Japon. Pourquoi as-tu quitté la France ? En référence à la bio affichée sur mon site, j'imagine. Et comptes-tu revenir ? Bon, d'abord, c'est une question personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux dire est que je vis au Japon depuis une vingtaine d'années, non pas parce que j'ai été attiré par le folklore et les images vendues à travers les Japan Expo et les rumeurs que l'on propage au sujet de ce pays. J'ouvre une parenthèse. Le Japon fait partie de ces rares pays au sujet desquels on peut dire, inventer, extrapoler n'importe quoi, tout en ayant l'air crédible et en donnant l'impression de dire la vérité. En réalité, le Japon est très loin d'être un paradis.
mais j'y suis et j'y reste pour des raisons familiales et parce que j'y ai construit ma vie et que je suis étranger, qu'on me traite avec bienveillance en tant qu'étranger ici, sans m'obliger à changer ce que je suis, c'est-à-dire un Français de culture et amoureux de son pays de naissance. Et surtout, que je ne m'immisce pas ou ne critique pas les usages et les décisions prises dans mon pays d'accueil, qu'il s'agisse de politique, et il y en aurait pourtant à dire, sociale ou culturelle. J'y ai donc trouvé ma place. Il faut beaucoup de temps pour cela. Quant à revenir en France, on verra. Autre question, plus en rapport avec le contenu de la chaîne. Certains auteurs sont absents ou ignorés de ta chaîne. Cela tient-il d'un choix délibéré? Bien sûr, oui, une publication par semaine sur une année offre la possibilité d'étendre l'éventail des sujets et des auteurs. Toutefois, quand je n'aime pas, je ne lis pas. Une question posée à plusieurs reprises. Je soupçonne l'abonné qui me l'a posée d'avoir posté depuis plusieurs comptes YouTube à son actif. Donc la question concerne Greg Egan. Je reconnais la perspicacité et confirme non, je n'apprécie pas Greg Egan. En voilà la raison. Résumé, je suis désolé. Je préfère et choisis des auteurs, peu importe le genre, qui placent la fiction avant la science. Cela n'empêche pas d'apprécier l'exactitude des références scientifiques, mais je vais toujours privilégier l'imaginaire et le récit bien écrit. Je trouve donc l'œuvre de Greg Egan moins intéressante de ce point de vue, en dépit des propos dithyrambiques que je peux lire à son sujet en provenance des maisons d'édition, faut quand même bien le reconnaître. J'ai pourtant lu Axiomatique, Océanique, Radieux et l'énigme de l'univers, et je suis pas allé au bout. Des récits à la trame souvent décousue, au sujet actuel et engagé qui m'intéressait peu, un auteur d'une intelligence extrême qui mérite l'attention, mais dont le style ne me touche pas. Cela ne retire rien à ses qualités scientifiques et littéraires, mais je passe. Une question différente maintenant, pourquoi ne publies-tu pas sur Spotify? Réponse, j'ai déjà répondu à cette question l'an dernier. Mon avis n'a pas changé depuis, je pense que je ne changerai pas d'avis cette année encore. Spotify, quel intérêt? Passons. Une autre question récurrente et d'actualité, quel est ton rapport à l'intelligence artificielle, l'IA, et comment l'utilises-tu pour publier tes vidéos? C'est simple, déjà utiliser YouTube, c'est entrer dans un système géré tout ou partie par l'IA. On parle à raison des changements de l'algorithme YouTube. La source est nommée, donc d'emblée ceux et celles qui s'inquiètent de la montée de l'IA sur YouTube ont manqué leur train. Elle est là et décide de tout. Pour le reste, le mixage, les musiques et les effets, tout est fait, je dirais, de manière artisanale, d'où une certaine évolution que vous avez sans doute remarquée. Une question de dosage, que je tente d'améliorer sur chaque vidéo. Pour la musique, par contre, je ne dispose pas d'un orchestre symphonique dans mon appartement, on reste dans l'artificiel, mais la partition et l'instrumentation est la mienne. La machine la joue et je la modifie jusqu'à ce que j'obtienne ce que je désire. Parmi vous, un abonné a fait cette réflexion un jour. On ne reproche pas au boulanger de ne pas faire pousser le blé de son pain. Ici, c'est la même chose. L'IA est un outil de collaboration un peu spécial, qui apprend et communique, mais reste au final un excellent outil. Et si d'aventure elle désire un jour me remplacer, grand bien lui fasse à gérer ma voix cassée. Justement, la voix et les effets. Beaucoup ont noté une évolution au cours de cette année et même avant. Je dirais que oui, je tente de réduire la portée des effets sonores dans mes lectures. Alors, les supprimer, non, mais réduire petit à petit leur présence. L'objet de la chaîne consiste à publier des lectures colorées par des effets et des musiques. Dans le précédent bilan, j'avais évoqué ce sujet en expliquant que j'avais été en quelque sorte amené à la lecture grâce au livre-disque de mon enfance, en partie du moins, et que j'avais envie de partager ce plaisir. J'y ajoute mon goût pour la musique et mes modestes compositions. Ceci étant, un équilibre est à trouver à chaque fois que je me dirige vers un nouveau texte, les effets et la musique étant de plus en plus au second plan. Les trois aspects de mon travail resteront et je n'envisage pas de lecture seule, mais juste une question de dosage différent. J'espère que cela s'est fait ressentir dans les derniers épisodes, qui entrent totalement dans cette réflexion et qui ont reçu d'ailleurs des échos favorables de votre part. Voilà un bilan de l'année, comme une petite pierre à l'édifice.
Une lecture audio qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Je vous confirme que je réponds toujours aux commentaires. Alors, les messages auxquels je ne réponds pas proviennent de ceux qui ont cherché à m'agresser ou à agresser l'un ou l'une d'entre vous. Dans ce cas, je les renvoie à leurs occupations. Continuez à me soutenir et à soutenir la chaîne comme vous le faites, c'est génial. Et ça donne pas mal d'espoir aussi, tout n'est pas si sombre sur Internet finalement. Les amis, prenez soin de vous. Ma chaîne vous est ouverte.